Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Planet Agility, le podcast qui vous parle d'agility. Aujourd'hui, on est toujours avec Camille. Oui. Et on va vous faire un retour sur le camp qu'on vient de donner. Parce que là, si on est ensemble, c'est parce qu'on vient d'animer chez moi un camp d'agility pour nos élèves. Et on s'est dit que ça serait chouette de vous faire un retour sur ce camp, vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Et puis, on va aussi vous partager les conseils principaux qu'on a donnés à nos élèves. Ce qu'on a observé dans ce qu'ils faisaient et ce qu'on leur a donné comme conseil pour qu'ils continuent à progresser. Donc, il faut savoir que les camps, c'est quelque chose qu'on fait depuis... Toujours. Longtemps. Et c'est même comme ça qu'on s'est rencontrés parce que moi, à l'époque, quand j'étais encore dans l'Allier et que j'avais acheté ma toute première maison, j'avais un grand terrain et donc j'ai commencé à donner des camps et des stages là-bas. Et ce que je faisais à l'époque, c'est que j'invitais des participants, enfin des intervenants plutôt, à venir animer les camps avec moi pour qu'on puisse faire venir plus de monde et puis que ce soit intéressant d'avoir un petit peu d'autres points de vue. Et j'avais écrit à Camille parce qu'on s'était suivis sur Facebook pour diverses raisons qu'on évoquera peut-être plus tard. Et je lui avais proposé de venir, sachant qu'on ne s'était jamais rencontrés. On ne s'était jamais vus en vrai, on ne s'était jamais croisés en concours. Enfin, vraiment, c'était... voilà, je t'envoie un message. On ne se connaissait pas. Mais on ne se connaissait pas. Et donc, je t'envoie vraiment un message comme ça en disant, bah tiens, est-ce que ça te dirait de venir animer un camp ? Camille dit oui. Et donc, elle arrive. Et donc, on s'est rencontrés sur le premier camp qu'on a animé ensemble. Et c'est là qu'on a eu tout de suite le coup de foudre d'amitié qui nous a permis d'être là où on en est aujourd'hui. Ça fait bientôt plus de 10 ans, parce que Planet Agility a plus de 10 ans. Nous, ça doit faire bientôt... je pense que le premier camp, c'était 2015. Là, 2015, donc ça fait 11 ans. Ouais. Donc 11 ans qu'on s'est rencontrés, 11 ans qu'on a fait ce premier camp. Depuis, on en a fait un nombre... que je n'ai pas calculé, mais je pense qu'on doit avoisiner les 50, vu le nombre qu'on a dû faire au fil des années, parce qu'il y a des années, on en faisait énormément. En tout cas, avant le Covid, il y a eu des grosses périodes très, très intenses. Et donc, ces camps, le principe de ces camps, c'est quoi ? C'est que les gens vont venir sur plusieurs jours. Donc, en général, c'est 3 jours. Ça peut aller jusqu'à 4 jours. Au-delà, ça devient compliqué pour les chiens en termes d'énergie, enfin, c'est très fatigant et on n'en fait pas beaucoup plus longtemps. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça un camp et pas un stage ? Parce que pour nous, c'est un petit peu différent d'un stage comme on peut avoir l'habitude de voir quand vous allez faire un stage avec un tel ou un tel, où c'est 2 jours souvent et vous allez passer sur un parcours et puis voilà, vous bossez sur votre parcours, quoi. Ce qui est une formule qu'on propose aussi, par ailleurs. Mais là, l'idée du camp, c'est un petit peu différent parce que on va vraiment avoir une immersion assez intensive dans l'agility où on va déjà avoir des plannings qui sont personnalisés. Donc, quand les élèves s'inscrivent, on va leur envoyer un questionnaire, qu'on envoie un petit peu avant le camp pour savoir où ils en sont et pour avoir un peu un état d'esprit, une idée de ce qu'ils veulent travailler avec leur chien, les difficultés qu'ils rencontrent. Et en fait, on va aménager le programme en fonction de ça. Par exemple, si une personne dit moi j'ai des gros problèmes de zone, on va prévoir pendant le camp un temps pour bosser la zone en question. Si quelqu'un dit moi j'ai des problèmes de motivation, on va prendre un temps pendant le camp pour parler et travailler sur la motivation. Donc l'idée, c'est pas d'avoir un truc où tout le monde fait pareil, mais c'est vraiment de faire quelque chose de très personnalisé pour que chacun reparte avec ce dont il a besoin, parce que parfois, on n'a pas forcément besoin de tous de la même chose. Enfin là, sur le camp, on avait quand même des profils assez différents. On avait des chiens assez jeunes, assez débutants, on avait des chiens qui étaient en grade 3, et en fait, tout le monde va avoir quelque chose qui va lui ressembler. Oui, c'est un planning un petit peu différent. Après, il y a des lignes quand même qui se retrouvent, le travail de zone, le travail de slalom, etc. Donc c'est là où on va créer des groupes en fonction de chaque demande, finalement. Et pas forcément tous les jours les mêmes groupes, d'ailleurs. Ça dépend des camps, ça dépend des demandes aussi, de ce que les gens vont répondre dans le questionnaire, finalement, dans ça. Et chaque groupe va avoir des exercices qui ne seront pas forcément les mêmes, d'ailleurs. Oui, tout le monde ne fait pas la même chose. Du niveau du chien, de leurs problématiques, de où ils en sont. Tout le monde ne va pas faire les mêmes exercices, et c'est là où c'est intéressant sur les camps, justement, parce que ça va être personnalisé aussi dans la pratique, quoi. Et là, le camp qu'on vient de faire, donc c'était sur le week-end de la Pentecôte, c'était un camp de conduite. Donc le but, c'était vraiment de travailler la conduite pour les gens. Mais on fait aussi un autre type de camp qu'on aime beaucoup, c'est le camp chiot et jeunes chiens débutants,
où là, on va vraiment à venir aborder de manière très, très précise et profonde certains apprentissages qui sont même pas de l'ordre de faire des parcours, mais de la motivation, on peut parler de fitness, on peut parler d'apprentissage du slalom, d'apprentissage des zones, de conduite, de démarrage de la conduite. Enfin, on va vraiment, vraiment avoir un planning ultra personnalisé en fonction de l'âge, parce que sur un camp chiot, on va avoir des chiens un petit peu plus jeunes, et du niveau où ils en sont, quoi. Et en fait, en faisant ça, nous, notre objectif, quand on a créé nos camps, c'était de proposer quelque chose que nous, on aurait aimé avoir. Parce que nous, on a fait des stages. Toi, plus que moi, je pense. Peut-être bien, ouais, parce que moi, déjà, j'avais pas d'endroit pour m'entraîner. Donc, si je voulais faire d'agility, fallait que j'aille ailleurs. Donc, c'est vrai que j'allais beaucoup, beaucoup en stage pour faire des changements de terrain, pour aller dans d'autres endroits, puis pour apprendre aussi, finalement. Et j'avais aussi un petit peu ce goût de voir comment les autres font leur stage, quoi. Comment ils enseignent. Je pense que ça, c'est vraiment un gros point pour moi qui était super important. Que ce soit d'ailleurs les stages ou les cours en ligne, et je pense qu'on parlera de cours en ligne aussi à un autre moment, mais le côté pédagogie, comment est-ce qu'on amène les choses, comment est-ce qu'on crée quelque chose, pour moi, c'est ultra important, au-delà même de les gens vont faire de l'agility. C'est toute une expérience que je veux proposer aux gens. Je dis je veux parce qu'en fait, c'est chez moi, c'est dans mon terrain qu'on le fait, mais Camille, c'est le même. Elle est là, mais c'est vrai que moi aussi, je fais des stages du coup, sans Camille, sur d'autres sujets. Mais je vois vraiment ça comme une expérience à part entière. Quand on vient, c'est une vraie immersion. On est dans un cadre en plus qui est ultra adapté. On a plein d'espaces pour promener les chiens. Il y a de l'ombre, il y a de quoi baigner les chiens. Il y a 2 grands terrains qui sont parfaitement clôturés. Il y a du matériel qui est tout beau, tout neuf. Il y a un grand parking. Enfin, tout est fait pour que tout se passe bien et que les gens soient contents d'être là. Et d'ailleurs, ça marche parce que ce camp-là, il y avait 16 places, on l'a rempli en 2 heures. Et c'est juste avec nos élèves. Donc, les gens sont très, très demandeurs et veulent revenir parce que, à la fois, la qualité de l'enseignement est présente, mais il y a aussi tout le autour, en fait, qui joue beaucoup, quoi. Et donc, sur ces camps, on veut vraiment aussi prendre le temps d'approfondir des sujets. C'est pas juste tu fais un passage et tu rentres chez toi. Il y a un vrai échange, que ce soit pendant les cours, parce qu'en fait, il y a des groupes, donc il y a des moments où les gens passent et des moments où les gens passent pas, comme tout le temps. Tu peux pas tout le temps être en train de passer. Voilà. Et on encourage vraiment les gens, quand ils ne passent pas, à être présents sur les cours des autres et à suivre et à poser des questions. Et il y a vraiment cette notion de on est tous là ensemble pour apprendre, approfondir, pas juste faire les obstacles à son chien, quoi. Oui, si c'est pour faire juste un entraînement qu'on pourrait faire au club avec un coach qui serait différent, évidemment, mais globalement qui sera très similaire à ce qu'ils ont l'habitude de faire le restant de l'année, peut-être en club ou avec d'autres entraîneurs, c'est pas très intéressant finalement. Et je pense que ce qu'il y a de bien aussi, c'est quand on programme les camps, l'idée c'est aussi qu'est-ce que les gens vont ramener chez eux, quelles notions ils vont apprendre, qu'est-ce qui va les marquer finalement quand ils vont s'entraîner après, une fois qu'on sera plus là. C'est pas juste venir rectifier un truc sur le moment parce que ce parcours-là, il y a une difficulté et on vient un petit peu apporter la réponse à cette problématique-là sur l'instant. C'est plutôt comment eux, une fois qu'ils seront sans nous, comment ils vont arriver à résoudre le problème, ou d'autres problèmes d'ailleurs, parce qu'en général, quand tu sais résoudre un truc, tu arrives à le faire aussi sur la suite. Et c'est ça aussi, je pense, qui nous a toujours animés quand on a créé les camps, c'était que les gens puissent, une fois qu'ils rentrent à la maison, se débrouiller quand même aussi par eux-mêmes et ne pas attendre qu'on soit là pour les sauver sur le parcours et les aider, parce qu'on ne sera pas là en fait. Donc c'est aussi à eux d'apprendre comment résoudre les problèmes qu'ils peuvent avoir à la fois en conduite, mais aussi dans les apprentissages. Quand on est sur le camp chiot, par exemple, on les entraîne à être entraîneurs, finalement. Et c'est une grosse partie de notre travail, c'est vraiment de développer chez les gens l'autonomie. Oui. Parce que aujourd'hui, l'agility, c'est tellement compliqué. Tu peux pas avoir quelqu'un qui te prend de A à Z et qui te montre tout de A à Z. Il faut que tu sois capable de te gérer par toi-même. Et puis, il y a même aussi l'autonomie sur les reconnaissances, les choix de conduite. Là, on était sur un thème de conduite, donc il y avait vraiment ces notions-là qui étaient importantes. Et d'avoir de l'autonomie, ça ne veut pas dire on vous laisse faire tout seul et vous débrouiller. Non, on est là pour enseigner, évidemment. Mais on vous accompagne vers vous êtes capable de faire les bons choix, vous êtes capable de trouver les solutions par vous-même et de vraiment faire progresser les gens dans ce sens-là, pour pas les rendre non plus dépendants de l'avis de quelqu'un d'extérieur qui viendrait dire comment est-ce qu'il faut faire. Et je trouve que c'est super important, même pour la confiance en soi, de pouvoir se dire bah oui, moi je sais ce que je dois faire, j'ai les connaissances, j'ai les compétences, donc je vais pouvoir faire ça avec mon chien et si jamais ça marche pas, je sais comment ajuster, je sais comment adapter, parce que on ne demande pas à quelqu'un de savoir tout par cœur parfaitement du premier coup. Évidemment, c'est comme pour les chiens, il faut que les gens ils apprennent, mais notre objectif derrière, c'est vraiment ça,
c'est d'avoir des gens qui sont autonomes. Et nous, en fait, au début, quand on créait nos camps, les camps qu'on faisait quand on a commencé, et les stages qu'on donnait aussi chacune de notre côté, parce que y avait ça aussi, on avait chacune nos activités respectives. Et encore aujourd'hui, tu donnes des stages de ton côté, moi aussi du mien, heureusement, parce qu'on habite quand même à 8 heures de route, donc ce serait un peu compliqué. On pourrait pas tout le temps le faire en même temps, mais voilà, il y a vraiment ces grands événements dans l'année maintenant, où c'est les camps chio, camp conduite, où on se retrouve, et là, il y a vraiment ce truc de retrouver un peu tous les élèves aussi. Et du coup, donc, nous, on donnait ces stages et ces camps et tout. Et ce qu'on avait remarqué, c'était que tout le monde avait les mêmes lacunes. C'est qu'en fait, on passait notre temps à réexpliquer les mêmes choses. Et il n'y a rien de plus frustrant de devoir toujours répéter les mêmes trucs. Et puis surtout, quand tu dois revenir sur des bases basiques, tu peux pas travailler les choses techniques, les choses poussées. Parce que s'il faut réexpliquer, je sais pas, la concentration vers l'avant, qui est le cœur de tout travail d'agility, si déjà un chien, il a pas ça, en fait, tu es obligé de lui faire bosser sur le stage. Tu vas pas renvoyer la personne sans lui avoir montré ou lui avoir expliqué ce que c'est. Enfin, moi, je me sentirais trop mal. C'est criminel pour moi. C'est ça, ou ce serait du bricolage sur l'instant, voilà, comme je disais, pour résoudre ce parcours-là. Mais bon, c'est bien que les parcours, ils changent tout le temps. Donc ouais, donc ça n'a pas d'intérêt, quoi. Et donc, s'il y a un point qui manque, une brique essentielle, faut qu'on l'explique, quoi. Faut qu'on montre. Et le problème en stage, c'est que si tu passes ton temps à faire ça, tu fais pas des trucs poussés, tu fais des trucs très très basiques qui nous semblaient ultra évidents et simples et normales. Et en fait, on se rendait compte que pour plein de gens, c'était pas le cas, quoi. Et c'est pour ça que nous, on a commencé à faire nos cours en ligne. C'est qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arrêter d'avoir répété tout le temps la même chose ? Et que quand on voit les gens en stage, on sait qu'ils savent faire les trucs de base. Du coup, on peut aller plus loin, on peut vraiment bosser la technique, l'apprentissage, etc. Et là, par exemple, au camp qu'on a fait, tous les gens qui étaient présents au camp, et comme pour tous les camps qu'on donne depuis qu'on a commencé les cours en ligne, ce ne sont que des gens qui ont suivi la formation en ligne. Donc peu importe laquelle, maintenant, parce qu'au début, on n'en avait qu'une seule qui s'appelait Planet Agility. Et après, on en a développé plein d'autres. Et l'idée, c'est que quand les gens viennent, ils ont des bases solides. Et ça, je trouve ça ouf. Enfin, là, il n'y a pas longtemps, j'ai donné stage dans un club en Suisse où c'était pas du tout mes élèves pour le coup, et la différence elle est flagrante, quoi. Ah oui, c'est flagrant. Quand tu as des gens en face de toi où tu sais qu'ils ont toutes les fondations, toutes les bases, et tu dis ok, on va pouvoir aller plus loin, on va pouvoir vraiment faire de la technique de conduite, des choses poussées et tout, et quand t'as d'autres gens qui font des fois de la GT depuis des années, c'est même pas leur premier chien, loin de là, quoi, mais qui manquent ces choses là, c'est quand même dommage, entre guillemets, de nous faire venir pour venir expliquer des choses qui sont dans des cours en ligne que tu peux faire chez toi, quoi. Et nous, on avait vraiment besoin de diminuer ce temps passé à expliquer des trucs indispensables mais que les gens n'avaient pas, pour pouvoir le faire avec des gens qui savent faire, quoi. Oui, et puis ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on a cette langue commune, et même les élèves entre eux, quand ils échangent, ils ont suivi plus ou moins les mêmes cours, ils ont en tout cas cette base qu'est la nôtre, en fait. Ils savent parler des mêmes choses, et du coup ça donne aussi une dynamique de groupe qui va être beaucoup plus intéressante, parce que évidemment tout le monde n'a pas le même niveau, ce qui est normal, il y en a qui font de l'agility depuis très longtemps, d'autres qui démarrent à peine, mais ils ont ce truc commun d'avoir suivi nos cours Planet Agility, et ils peuvent échanger beaucoup plus facilement, et c'est fluide en fait. On va pas dire que c'est comme s'ils se connaissaient toujours, parce qu'il y a évidemment des affinités, mais en tout cas sur le côté agility, c'est obligé que ça matche déjà au niveau des méthodes et de la compréhension qu'ils peuvent avoir sur les exercices qu'on va leur donner. Ils peuvent échanger entre eux aussi. Ce que je trouve génial, c'est qu'à la fois ils sont autonomes, évidemment, quand ils rentrent chez eux, mais ils sont aussi autonomes quand ils sont entre eux. Ils peuvent échanger, se donner des conseils, et nous, on va pas forcément avoir besoin de venir rectifier ou de venir écouter ce qui s'est dit, parce qu'on sait que ils vont donner ce que nous on aurait dit finalement, et ça crée comme ça une dynamique qui est bien différente, je pense, d'autres stages avec des gens qui n'auraient pas suivi nos cours, où ils n'ont pas ce langage commun, donc c'est un peu, ils parlent une autre langue, quoi. Finalement c'est un peu différent, quoi. Et je trouve aussi qu'ils sont super impliqués quand c'est nos élèves. Ouais. Donc il faut savoir qu'au début de chaque camp, ils ont un petit sac d'accueil, il y a plein de petits trucs dedans, et ils ont un petit carnet, et tu les vois, ils prennent des notes, ils se disent « Ah, qu'est-ce qu'elle a dit, j'ai pas bien noté », ils reprennent, etc. Enfin, il y a une vraie implication en termes d'écoute, de prise de notes, de réflexion et tout ça. C'est pas juste, ils sont passifs et voilà, ils attendent, quoi. Donc ça aussi, je trouve ça chouette. Et là, je pense que nos élèves qu'on avait sur le dernier camp, ils avaient suivi quoi, tu crois, comme cours Superstar, ça c'est sûr. Superstar, Prépa Agility pour les bases. Ouais. Oui, parce que c'est vraiment nos deux cours les plus récents, on va dire. Oui, les plus récents et plus poussés, les plus complets, je pense.
Et après, il y en a qui avaient suivi aussi le slalom, le running. Les plus spécifiques, les classes d'apprentissage. Spécifiques aux obstacles, ouais. Mais ouais, je pense que Prépa Agility... Et Agility Focus Competition aussi, il y en avait pas mal qui l'avaient fait aussi cette année, là, le cours qu'on a sorti dernièrement. Celui-ci, il y en a qui l'ont fait aussi, et ça leur a aussi donné. Ouais. Parce qu'on a fait des parcours très très techniques, et on a des chiens qui ont passé ça les doigts dans le nez, quoi. Et pour certains, avec des conducteurs débutants en plus. Oui. Enfin, c'est ça aussi qui est génial. Et ce qui avait de chouette, c'est que même à la reconnaissance, souvent, moi, je laisse les gens reconnaître seuls. Et après, derrière, on fait un petit débrief avant de passer avec les chiens. Et là, en fait, ils avaient déjà trouvé d'eux-mêmes les différentes possibilités de conduite, par où ils pouvaient passer, qu'est-ce que ça pouvait faire, etc. Ça leur avait vraiment donné une réflexion, même sur des conducteurs débutants. Ils avaient une réflexion déjà très poussée sur la conduite parce qu'ils s'étaient entraînés justement sur les cours, quoi. Oui, tu parlais du vocabulaire, il y a ça aussi parce que des fois, on ne dit pas tous les mêmes mots pour les mêmes choses. Par exemple, pas une cuillère, et des fois, il y a des gens qui vont dire des trucs différents et des mots différents. Et en fait, des fois, on dit, mais de quoi tu parles ? Enfin, ou pourquoi tu conduis comme ça ? Enfin, des fois, il n'y a pas de sens, quoi. Là, non, tout le monde conduit pareil. Même si c'est pas exactement tout à fait la même chose, mais on a quand même une base qui est très très similaire, et on a aussi les mêmes mots, ce qui fait que si on dit à nos élèves, là tu fais un mimi, tout le monde sait de quoi on parle. Évidemment, vous, si vous savez jamais suivi nos cours, vous avez aucune idée de quoi on parle, mais si on dit aux élèves fais un mimi, ils savent tout de suite, alors que c'est des gens que parfois on voit pour la première fois. Enfin, là au camp, il y a des gens, c'était la première fois qu'on les voyait, et on peut dire tout de suite fais ci, fais ça, ou comment tu fais ci, enfin voilà, et on a notre vocabulaire que les gens ils connaissent aussi. Du coup, c'est tellement simple. Même pour, par exemple, la personne, elle passe... je me rappelle de Sylviane, là, quand elle passait avec Crevette, et comme le parcours, il était un peu long et qu'elle n'avait pas trop l'habitude sur la fin, elle avait un petit peu oublié les mots, les ordres et tout ça. Et du coup, j'avais juste à lui dire, là, c'est Mimi, Mimi. Et du coup, elle, ah oui, Mimi, elle sait, elle le fait, elle le dit. Et en fait, du coup, je peux aussi la coacher en direct parce qu'on a le même... vocabulaire, j'ai même pas à réfléchir moi de quel ordre elle utilise, comment elle doit le faire et tout, et en fait c'est beaucoup plus simple sur le côté progression aussi pour les gens, quoi. Oui, et en plus là par exemple Sylviane, c'est quelqu'un qu'on n'avait jamais rencontré ni en réel, ni même en ligne. Enfin, on n'a pas vu de vidéo, on n'a pas coaché ses vidéos, elle a vraiment suivi le cours en autonomie chez elle dans son jardin, et on la découvrait, et pour autant voilà, quand on a commencé à échanger, à lui donner les conseils, c'était fluide, quoi. Et on parle d'une personne, je ne veux pas te dévoiler, mais qui a un âge certain quand même, voilà. Bien au-delà de la retraite. Voilà. et qui a une petite border. Et qui a une petite border et tout, et voilà, et qui a pu faire des trucs. Et premier chien, voilà, jamais fait. On a beaucoup d'élèves en fait avec ce profil-là aussi, pas que, parce qu'il y avait aussi des compétiteurs et tout, mais on a aussi beaucoup d'élèves comme ça. Et pour nous, c'est aussi la preuve que ce qu'on fait, ça fonctionne. Ouais. Si les gens sont capables de le faire chez eux tout seuls, et de quoi on les voit en vrai, ils sont capables de faire en vrai. Et c'est que toutes les explications, en fait, elles sont valables et utilisables par n'importe qui, quoi. Et ça, c'est vraiment ce que nous, on recherchait, en tout cas, quand on a fait ça, quoi. Et donc, ce camp, si on en revient un petit peu, donc on n'a pas eu de bol parce qu'il a fait très, 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 très chaud, mais bon, comme partout en France. Et donc, ça nous a un peu obligés à revoir les horaires, parce qu'on essaie toujours d'aménager, de faire en sorte que ce soit le mieux possible pour les chiens, les humains. Donc, du coup, on passait tôt le matin, on retravaillait tard le soir, le plus tard possible, tant qu'il faisait jour, pour travailler à la fraîche. Et puis sur les parties du milieu, on a fait un petit peu de la théorie, on a mangé des glaces en s'asseyant à l'ombre, ce qui était chouette aussi. C'était pas trop la structure habituelle de notre camp, mais du coup on s'est adapté parce qu'on est obligé, puis de toute façon on va pas forcer les gens et les chiens à courir dans la chaleur. Donc on a eu notre traditionnel repas des régions que voilà, on fait depuis toujours. Donc le premier soir, tout le monde ramène un petit truc de sa région et puis on partage. Et puis donc voilà, le lendemain, on a fait une grosse partie théorie. Et du coup, on s'est dit que suite à ce camp, on avait envie de vous faire remonter les quelques idées, les points en fait importants qu'on a fait ressortir pour nos élèves. Parce que si ça concerne nos élèves, ça vous concerne sans doute aussi. Et il y a peut-être des choses qui peuvent vous aider. Donc un des premiers trucs qu'on a vu, en sachant que sur ce camp, on est encore une fois sur des chiens qui enchaînent, qui font des parcours, qui ont des niveaux grade 2, grade 3. Je dis niveau parce que des fois, le chien, il est en grade 2, mais en fait, il peut passer des grades 3. Enfin, on en a parmi nos élèves. Oui, voilà, c'est juste qu'ils n'ont pas eu leur résultat. Mais le chien, il a carrément le niveau de le faire. Donc, on avait des chiens plutôt de ce profil-là, on va dire, sur la majorité. Et donc, du coup, le premier truc qu'on leur a dit, c'est il faut que vous travailliez le proofing. Et ça, c'est quelque chose que... alors, on le voit un peu dans Prépa Agility, mais pas forcément sur la conduite ou les choses poussées comme on a pu voir là.
Est-ce que tu veux expliquer ce que c'est que le proofing? Parce que c'est peut-être pas tout le monde qui connaît le terme. Alors le proofing, en fait, l'idée c'est de venir vraiment proofer. Donc en anglais, c'est vraiment que ça soit résistant à l'eau. Par exemple, si on dit waterproof, c'est résistant à l'eau. Là, nous, évidemment, ça va pas être résistant à l'eau, mais on va parler d'apprentissage et il faut qu'il soit résistant à toutes les situations. Donc, si on prend un exemple classique, ça peut être le départ. Donc, on va demander à notre chien de rester au départ. En compétition, il doit rester assis derrière la première haie et attendre notre ordre de dégagement pour commencer le parcours. Si on veut faire du proofing sur le départ, on va venir rajouter des situations qui vont être extrêmes, comme avoir un jouet dans la main, dire d'autres mots, partir en courant, avoir des chiens autour, mettre de l'excitation, vraiment des situations qui n'existeront pas vraiment dans la réalité, mais qui vont venir solidifier notre apprentissage pour que le jour J, quand ça sera facile, notre apprentissage il sera vraiment très très costaud, il sera proofé, un peu comme on viendrait tester un kawaii en laboratoire en envoyant, je sais pas, des énormes jets d'eau dessus pour voir s'il tient à l'eau. Et bien là, c'est pareil, on va faire la même chose, mais avec nos apprentissages. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire quand le chien, il a déjà acquis le comportement. Si le chien, il le connaît pas, il sait pas qu'il doit s'asseoir et attendre derrière la haie, par exemple, on va pas faire du proofing. Mais une fois que le chien il a compris ce qu'on attendait de lui, on va pouvoir venir comme ça rajouter des difficultés supplémentaires pour le solidifier et que ce soit vraiment quelque chose sur lequel on peut compter et que ce soit fiable en fait à long terme et dans des situations de compétition, puisque on a quand même pour la plupart l'objectif de faire des concours à un moment donné ou même des stages en étant sur d'autres terrains, etc. Donc des situations qui peuvent être un peu complexes pour les chiens aussi. Et d'ailleurs, ça me fait penser, on avait fait une vidéo sur ça, sur le proofing sur notre chaîne YouTube. Donc je pense qu'on pourra vous repartager ça quelque part. Oui, on mettra le lien dans la description. Mais c'est vraiment une notion pour nous qui est indispensable dans l'entraînement. On ne peut pas entraîner un chien sans proofing. Enfin, pour avoir quelque chose de solide, on ne peut pas ne pas aller jusqu'au proofing en fait. Sinon, ça repose sur quelque chose qui sera... on aura survolé finalement l'apprentissage, mais dès qu'il va y avoir un petit truc de travers, ça va plus marcher, ça va plus fonctionner. Et c'est souvent là où les gens ils ont un petit peu du mal, un petit peu de difficulté à aller jusque-là. Y a un petit côté peur de l'échec, que je pense ça fait partie aussi des épisodes où il faudrait qu'on en parle parce que c'est super important. Mais il y a un petit côté peur de l'échec, pas mettre le chien en défaut. Parfois aussi c'est un petit manque d'imagination, de se dire je sais pas trop ce que je peux faire et tout. Et donc moi ce que je dis souvent aux élèves c'est et si tu voulais que ton chien rate, tu ferais quoi? Et là c'est la vraie question, c'est souvent le vrai truc qu'il faut travailler. Parce que si on se dit ah oui, si je fais ça c'est sûr que mon chien va rater, c'est là-dessus qu'il faut qu'on aille. Donc attention, je dis pas que le but est que votre chien rate quand vous allez lui faire faire, mais c'est que ces choses-là où vous vous dites ça va faire rater mon chien, c'est les points que vous pouvez travailler, sur lesquels vous pouvez faire du proofing. Donc tu en as parlé, les départs, ça peut être aussi les zones arrêtées si vous faites par exemple une zone arrêtée sur la balançoire, que font la majorité des gens. Donc faire du proofing sur ça, sur le fait de s'arrêter et d'attendre qu'on dise qu'on peut repartir. Mais ça peut être aussi du proofing par rapport à de la distance, ça peut être du proofing par rapport au fait de trouver la bonne entrée du slalom, par exemple faire des choses très pointues, très techniques, qu'on ne retrouvera pas en concours parce que c'est pas logique et ça serait pas dans une trajectoire de chien. Mais de savoir que le chien est capable de le faire, ça veut dire qu'il a une très bonne compréhension de ce que c'est que l'entrée du slalom. Ça peut être aussi faire du proofing sur le running, de si je lance le jouet pendant que tu cours, est-ce que tu fais quand même ta zone? Évidemment qu'au concours, on ne lancera pas le jouet en même temps que le chien court. Mais tout comportement peut être comme ça un petit peu testé et approfondi et amélioré pour qu'on puisse se dire là je suis sûre à 100% que mon chien, je sais qu'il a compris. Par exemple, trouver l'arrière de la haie quand je vais demander à mon chien de faire un écart. C'est tout ça, c'est vraiment des points où une fois qu'on a tout appris à notre chien, il faut qu'on avance vers cette idée-là et qu'on vienne approfondir, améliorer pour pouvoir se dire je fais 100% confiance à mon chien, je sais qu'il va y arriver. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que votre chien y arrivera à 100% des cas, c'est impossible d'avoir quelque chose d'aussi précis. Mais en tout cas, vous n'avez pas le doute quand vous envoyez votre chien, parce que je pense que c'est ça, c'est dès que nous on se dit je ne sais pas s'il va y arriver, je ne sais pas s'il va le faire, je ne sais pas si, je ne sais pas si. Il faut qu'on enlève ce truc-là, ce petit discours à l'intérieur, et le seul moyen de le faire, c'est de voir que oui, le chien, il est capable. Et de voir qu'il est capable, ça veut dire qu'il faut qu'on le challenge et qu'on lui propose des choses où c'est plus difficile que ce que nous, on lui aurait demandé à la base, quoi. Oui, et puis c'est aussi ne pas adapter ta conduite ou ton comportement à toi par rapport à quelque chose. Par exemple, le slalom, le chien le fait que si je marche à côté du slalom,
Mais par contre, si je me mets à courir, il le fait pas. Donc, la plupart des gens, malheureusement, vont plutôt se dire, ok, je vais tout le temps marcher. J'exagère évidemment le trait, mais c'est un petit peu l'idée. Je vais marcher à côté du slalom, comme ça j'adapte en fait mon attitude à moi pour que le chien réussisse. Alors qu'au contraire, ça devrait être un signal de dire, ok, si je suis toujours obligée de marcher, ça va pas le faire, parce que sur les parcours, je vais pas pouvoir faire ça sur le long terme. Sinon, je vais toujours être à côté de mon chien. Donc dans ces cas-là, comment je vais pouvoir travailler pour mettre de la course et même si moi je cours à fond, je suis en pleine vitesse, est-ce que mon chien va arriver à rester dans le slalom ? C'est quelque chose qu'on va faire évidemment progressivement, mais c'est aussi se dire je veux pas avoir à adapter ma conduite parce que mes apprentissages sont pas assez solides. Je veux pas avoir à m'arrêter au niveau de la balançoire pour que mon chien fasse la zone, je veux pas avoir à accompagner mon chien à l'entrée du slalom, donc c'est vraiment aussi aller chercher des trucs qui font qu'on n'a pas besoin de babysitter le chien et de s'adapter nous. Évidemment, il faut toujours qu'on conduise et qu'on aide le chien, mais on n'a pas à s'adapter ou à faire des choix qui dépendent de la solidité de nos apprentissages. Oui, et souvent, il va y avoir ça aussi, où quand le chien rate, derrière, on veut aller l'aider pour qu'il réussisse, et du coup, on prend un peu ce réflexe de toujours être à côté du chien, de vouloir l'aider, de vouloir lui montrer, alors qu'au final, ça n'aide pas le chien à apprendre et ça le fera pas progresser, quoi. Donc ce côté proofing, on a vraiment insisté dessus auprès de nos élèves. Encore une fois, c'est des gens qui ont des compétences d'entraînement, c'est des gens qui savent faire. C'est pour ça qu'on peut aller sur des points aussi techniques, parce que, comme tu l'as si bien dit, le proofing, c'est une fois que le chien sait très bien faire ce qu'on lui demande. Donc c'est pas en première intention. Mais clairement, pour nos élèves, c'est le next step pour eux, pour vraiment pouvoir continuer à progresser. Le deuxième point qu'on avait abordé aussi, c'était vraiment, encore une fois, du côté de l'humain. Et vous remarquez que c'est beaucoup plus du côté de l'humain, finalement, les conseils. Mais c'était le travail sur la rigueur. La rigueur, la précision dans ce qu'on récompense ou pas, dans ce qu'on demande au chien ou pas, parce qu'on peut vite se faire emmener par le chien. Et moi, la première, c'est quelque chose que moi, je vis beaucoup avec Storm, parce que Storm, il a ce côté très... je sais pas comment le dire avec des mots, mais très nerveux, il a un côté, il met la pression, mais pas volontairement, parce que quand on dit ça, on dirait que c'est le chien qui fait exprès de te mettre la pression. Mais c'est pas ça, c'est moi, ça me met la pression, sa façon d'être. Et ce qui fait que parfois, je me précipite un peu au lieu d'être plus posée, plus calme et plus rigoureuse dans ce que je fais. La rigueur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, si je travaille mes départs, on vient d'en parler juste avant, si je t'ai demandé assis, tu dois être assis et toutes tes pattes doivent être posées au sol. T'as pas une patte avant qui se relève en mode chien de chasse ou tes fesses qui quittent le sol parce que t'es trop pressé de partir. Donc si, par exemple, je laisse passer ça, parce que mon chien il peut très bien être assis avec une patte levée ou le cul qui touche plus le sol, mais si je laisse passer ça, si je dis à mon chien « Ok, on peut aller, on fait le parcours », je renforce indirectement ce comportement-là et ça devient un petit peu la norme et petit à petit, ça se dégrade plus ou moins rapidement en fonction du chien, mais ça va se dégrader, quoi. Et ça, c'est vraiment le reflet de la rigueur de la personne qui est aux manettes à ce moment-là, de qu'est-ce que je laisse passer ou pas. Qu'est-ce que je fais quand c'est pas comme je voudrais. Ou un autre exemple aussi, sur la balançoire, par exemple, un chien qui va freiner, qui descend tout doucement puis qui va se mettre en position et où les gens vont se dire tiens, ça je vais le récompenser, c'est trop chouette, mon chien il a fait la zone. Sauf que quand tu demandes c'est quoi ce que tu veux, je voudrais trop qu'il aille au bout, qu'il court, mais qu'il s'arrête au bout puis qu'il attende que la balançoire elle tombe. Et du coup, pourquoi tu récompenses quand ton chien, il va trottiner un petit peu et aller au bout de la zone. Et puis voilà, ça n'a rien à voir avec ce que tu veux avoir à la fin. Mais toi, comme tu es juste focus sur « Ah ouais, il a fait sa zone, donc c'est chouette », je vais quand même le récompenser. Ce qui part d'un très bon sentiment, et c'est bien, hein, mais si tu récompenses ça, évidemment que tu n'auras que ça. Et jamais tu auras la version du chien qui va à fond. Donc après, il y a peut-être un travail à refaire sur l'apprentissage et tout. Voilà, c'est vraiment un exemple... pour dire, mais il y a vraiment cette question à se poser de est-ce que ce que je fais, c'est cohérent et logique par rapport à ma vision à long terme, et est-ce que j'applique avec rigueur les principes que j'aimerais que mon chien reproduise en vrai sur le parcours, ou même autour des terrains, parce qu'il peut y avoir aussi cette question-là, quoi. Mais est-ce que je mets suffisamment de rigueur dans mon travail pour pouvoir aussi être exigeante vis-à-vis de mon chien en face. Exigeante dans le sens où attendre de lui qu'il fasse des choses assez avancées en termes d'apprentissage, quoi. Oui, le chien ne fera que ce qu'on lui donne la possibilité de faire. Donc si
Par exemple, le départ, le chien s'est levé et il n'est plus assis et qu'on le fait partir, forcément, lui, il va enregistrer ça et ce ne sera pas de sa faute, en fait. Au final, il ne fait que ce qu'on lui aura appris. Donc, c'est vraiment à nous, sur ce pan-là, d'être carré avec nous-mêmes, en fait. Parce qu'on ne peut pas exiger du chien, comme tu disais, de faire quelque chose si derrière nous, on n'est pas carré non plus. Ouais, et tu as aussi ce truc où, par exemple, ce qu'on veut en agility, c'est que ce soit bon du premier coup. Parce que quand tu es en concours, bah, voilà, tu passes une fois sur ce parcours, tu passeras plus jamais de ta vie. Donc, on veut quand même que le chien y arrive du premier coup. Et à l'entraînement, par exemple, bah, si le chien n'y arrive pas du premier coup, on va dire le chien ne va pas chercher l'entrée du tunnel parce qu'elle est un peu cachée ou un peu loin. Et du coup, le chien se retourne. Et du coup, le réflexe que la personne va avoir, c'est je repousse le chien pour le renvoyer vers l'entrée du tunnel. Donc le chien, il fait un tour sur lui-même ou deux. Et ensuite, j'avance et le chien va jusqu'au tunnel. Et on continue parce que, chouette, il a fini par aller au tunnel. Là, typiquement, c'est par exemple l'idée de si t'es rigoureux, c'est pas ça que tu veux. Tu veux pas que le chien il fasse 2 tours devant toi avant d'aller dans le tunnel ou d'aller chercher n'importe quel obstacle. Donc s'il se passe ça, tu t'arrêtes et tu recommences la config parce que tu veux que le chien le fasse du premier coup et que ce soit fluide et que ça s'enchaîne. Et là, c'est vraiment là où on voit qui est rigoureux ou qui ne l'est pas. Parce qu'il y en a qui vont se dire je continue quand même parce que j'ai envie de faire le reste et que je veux enchaîner. Ou alors on peut se dire non, là mon chien, clairement il y a une difficulté, il ne devrait pas faire ce tourbillon sur lui-même. Donc il faut que je le reprenne et surtout s'il le fait bien, je vais le récompenser derrière. Et la rigueur aussi sur la récompense, le fait de... en fait, la première chose à laquelle vous devez penser quand vous avez fini un enchaînement, n'importe quoi, c'est de récompenser votre chien. Et souvent, quand ça s'est bien passé, c'est le premier truc qu'on fait, c'est récompenser. Et quand ça s'est pas bien passé, à cause de vous, parce que si ça s'est pas bien passé, c'est souvent à cause de vous, et au lieu de penser à récompenser le chien, on va dire mince, j'ai raté. Ou si vous êtes en stage, vous allez regarder l'intervenant ou votre coach, si vous êtes en cours, mince et tout, et vous oubliez complètement votre chien. Et ça, je pense que c'est du côté rigueur aussi, c'est aussi une forme de rigueur de pouvoir se dire non, d'abord je récompense mon chien, d'abord je m'occupe de mon chien et après je vais réfléchir à qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce qui s'est passé. Mais il faut pas oublier son chien et il faut vraiment que le chien soit notre priorité numéro 1 si on veut garder un chien qui est motivé, qui a envie de refaire. Puis lui, il a fait que ce que vous lui avez demandé, quoi. Donc si tu as demandé le mauvais truc et qu'il a fait le truc que tu as demandé, lui, il a obéi en fait. Il a fait ce que tu demandais. Tu n'avais qu'à demander le bon truc ou de la bonne manière, quoi. Et ça, pour moi, c'est aussi une forme de rigueur. Une autre forme de rigueur aussi, ça va être la différence entre le concours et l'entraînement. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Dès qu'il y a l'enjeu de la compétition, les élèves vont perdre en rigueur parce qu'il y a l'enjeu et parce que, ok, il n'a pas fait sa zone de balançoire, il ne s'est pas arrêté, il n'a pas attendu son heure de déblocage. Bon, c'est pas grave, elle n'était pas faute, le juge, il n'a pas levé la main, donc je continue le parcours. Non, non, parce que là, justement, la rigueur, ce serait de dire, non, à l'entraînement, le critère, c'est ça. Donc en concours, il faut que ce soit ça aussi. Parce que au bout d'un moment, le chien va sentir qu'il y a une différence dans votre attitude, encore une fois, dans la responsabilité du conducteur, entre les deux, entre l'entraînement et entre le concours. Et donc la rigueur, elle est là aussi, elle est hyper importante d'appliquer la même chose quand on est à l'entraînement ou quand on est sur le terrain de concours, même s'il y a l'enjeu de la compétition, même si peut-être qu'il n'y avait pas de faute, mais c'était pas ce qu'on a travaillé à l'entraînement. Non, à l'entraînement, ton running, il faut qu'il soit à tel niveau. En concours, si tu le fais pas bien, on reprend, quoi, on refait, on corrige, on redemande au chien de le refaire. Et si nous-mêmes, on ne s'applique pas cette rigueur-là, très souvent, ça peut aller sur des chiens qui vont plus faire ce qu'on leur demande à l'entraînement, simplement parce que nous-mêmes, on a manqué de rigueur sur ça. Oui, et même d'ailleurs, si on vous dit non, mais continue, parce qu'il y a ça aussi en concours, tu as la pression autour. C'était pas faux. Mais oui, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps avec Storm. Où j'ai repris ma balance parce qu'il s'est arrêté, il est allé au bout, mais il a démarré avant que j'ai dit OK. Et je commence à reprendre la balance et autour du terrain, tout le monde dit mais non, continue, c'était bon. Non, c'est pas bon. Et c'est là où il faut être bien clair dans sa tête, c'est-à-dire que la rigueur, c'est dire non, la règle c'est ça et je continue à l'appliquer parce que à quoi ça me sert que mon chien tienne pas sa zone et parte et puis oui, j'ai peut-être eu un résultat et ça me permet de changer de catégorie, de monter au niveau supérieur. Si c'est pour aller au grade 3 en ayant des balançoires que mon chien il va jamais tenir et qui vont se dégrader de plus en plus, quoi. Ça n'a pas d'intérêt. Si je veux aller dans mon grade 3, j'y vais parce que
Mon chien, il a des zones propres, il a un départ propre, il sait faire ce que je lui demande, il sait écouter. J'ai aucun intérêt à passer à un niveau supérieur où ce sera encore plus compliqué de reprendre parce que souvent, en plus, les configs sont bien plus complexes. Donc, autant bien caler les choses là, maintenant, plutôt que d'en faire un sujet plus tard. Alors après, on peut toujours rattraper les trucs après, mais c'est dommage de devoir reprendre ça, quoi. Et je trouve que ça, c'est un vrai reflet du conducteur ou de la conductrice, et c'est de l'implication qu'on a là-dessus, et c'est d'avoir la tête froide, en fait, quand on passe, de pas se laisser emmener soit par la pression du public ou de la présence du juge, ou par l'énergie que le chien transmet qui nous fout une pression de ouf, ou par l'enjeu parfois du parcours aussi. Il y a un enjeu parce que le parcours, peut-être ça me permet d'obtenir telle ou telle chose. Et du coup, j'oublie un peu, je perds de vue ce que je veux vraiment faire avec le chien. Et il y a des chiens pour qui, si vous commencez à déjà un petit peu décaler vos attentes et plus être aussi rigoureux, vous le payez cash, quoi. Enfin, on en a parlé un petit peu dans un épisode qui, je ne sais pas s'il sera sorti ou pas à ce moment-là, mais de Sunny, où Sunny, elle, si j'avais pas quelque chose d'hyper carré, mais je le payais pendant 3 semaines, quoi. Enfin, c'était fou. Donc, j'avais pas le choix. Fallait vraiment que tout soit bien clair, bien précis, avec des règles hyper établies. Parce que si il fallait d'une fois où elle se dise ah mais en fait j'ai pas besoin d'attendre qu'on me dise que je peux partir pour partir, ah bah là c'est sûr que j'allais me battre pendant des semaines et des semaines, même parfois à l'entraînement, pour que l'apprentissage revienne, quoi. Donc il y a des chiens en plus qui ne pardonnent pas ça du tout. Il y a des chiens qui sont beaucoup plus gentils. Ils sont eux-mêmes rigoureux. Ouais, voilà, qui aiment bien faire. C'est trop chouette quand vous avez un chien comme ça, je vous le souhaite. Mais quand c'est pas la mentalité de votre chien, c'est vraiment vous qui devez venir insuffler ça, quoi. Donc ces 2 points, rigueur et proofing, c'est vraiment les sujets qu'on est venu aborder avec nos élèves dans les parties théoriques, où on a vraiment été approfondir ça. Et on voit que c'est vraiment des points qui vont venir... c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi. C'est ça qui va venir peaufiner le travail d'agility. Et on est trop contente qu'on puisse, pendant les camps, venir aborder ce genre de sujet, parce que ça, le faire sur un stage avec des gens complètement débutants ou des gens qui n'ont pas les bonnes bases, ça servirait à rien. Parce que avant de parler de ça, il faut déjà parler de c'est quoi les bonnes bases, qu'est-ce que le chien sait faire ou pas. Et donc c'est chouette parce que dans nos camps, ça nous permet justement d'aller sur ces sujets ultra techniques. Là, on les a un petit peu survolés pour vous parce qu'on ne va pas non plus vous parler pendant 3 heures. Mais on montre aussi avec nos chiens. D'ailleurs, on a fait des démonstrations avec nos chiens devant les élèves, quoi, pour aussi montrer ce qu'on entend par là et puis montrer ce que ça donne quand on le fait. Et pour nous, c'est super important aussi de transmettre ça, c'est-à-dire on n'est pas que sur l'agility, on court, on fait des trucs avec le chien. Il y a tout ce qui est autour qui va aussi avoir un vrai impact sur la performance du chien ou la vôtre, en fait. Et puis finalement, celle de l'équipe, celle du binôme, quoi. C'est là où on va avoir des véritables progressions. Parfois, ça ne se passe pas uniquement sur le terrain, mais aussi sur tout le autour. L'état d'esprit, le mental. En fait, en agility, c'est tellement important. Et c'est un sujet... je pense qu'on pourrait traiter pendant des heures aussi, mais le mental du conducteur, on en a parlé aussi, pareil, je ne sais pas si l'épisode est sorti, mais celui sur la frustration, où il y a un gros point aussi là-dessus, et que si on arrive à dépasser certaines choses, on va avoir une vraie différence dans le travail avec le chien, et dans l'attitude au travail en général, et dans comment ça se passe quand on passe son chien, quoi. Oui, c'est avoir une vision à beaucoup plus long terme que juste sur l'instant, résoudre ça. C'est vraiment... prévoir quelque chose sur le long terme, à la fois le proofing et à la fois la rigueur aussi, hein. D'ailleurs c'est vraiment 2 notions qu'on va avoir sur le long terme et pas juste dans l'instant présent. Il y a ce parcours, comment on le passe, on le repasse et on finit par y arriver. Là c'est vraiment construire quelque chose qui va créer des conditions de réussir dans plein d'autres situations finalement, et pas juste le jour J sur le stage avec le parcours qu'on a posé. C'est vraiment travailler sur le long terme, comment y arriver, peut-être pas aujourd'hui, mais comment y arriver plus tard aussi dans d'autres situations, sur d'autres parcours qui seront peut-être beaucoup plus durs, beaucoup plus techniques. C'est construire tout ça aussi, en fait. Oui, et avoir une image claire de vers quoi on veut aller, quoi. Je pense que c'est la meilleure façon de prendre les bonnes décisions sur le moment, quoi. C'est-à-dire, est-ce que mon chien, j'ai envie de devoir, comme tu disais, marcher à côté de lui dans le slalom ? Non. Donc je vais pas aller marcher à côté de mon chien dans le slalom. C'est pas ça le truc qu'il va falloir faire. Ça n'est pas la solution. La solution est ailleurs, quoi. Et si ça, c'est bien clair dans ma tête de qu'est-ce que je veux obtenir à la fin, à quoi ça doit ressembler l'agility avec mon chien à la fin, je peux beaucoup plus facilement décider de ok, là, je suis sur la bonne voie, là, non, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pas. Et c'est très demandeur
du point de vue de l'humain, quoi. Tu peux pas obtenir ça sans te questionner, sans challenger aussi un petit peu tes visions, ce que toi t'imagines qui est possible ou pas, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, quoi. C'est, encore une fois, le meilleur sport du monde, mais aussi un sport très complexe. Et ça demande beaucoup d'investissement, même en dehors de la pratique, quoi. Oui, tu peux pas être que dans l'instant présent et voilà, réagir en fonction de l'environnement, du moment. Si tu veux quelque chose de construit, il faut se remettre en question et s'auto-coacher aussi soi-même, parce qu'il n'y aura pas toujours quelqu'un derrière toi pour te dire non, reprends ta zone, non, fais ça. Et ça rejoint du coup ce qu'on disait au début, que nous, notre objectif, c'est de donner aux élèves ces compétences-là, ces capacités-là, pour leur permettre de le faire quand on n'est pas là, quoi. Ok, bah écoute, c'était chouette. Je pense qu'on va pouvoir se laisser là pour ce compte-rendu sur ce camp. Donc, encore une fois, pour nous, c'était un trop chouette moment. On adore faire ça avec nos élèves. C'est vraiment les grands moments de l'année, les grands rendez-vous de l'année. Pour l'instant, on n'en a pas d'autres de prévus, mais ça fait partie des choses qu'il faut qu'on regarde, de caler des petites dates à l'automne, parce qu'on essaie de faire ça sur les moments où il ne fait pas non plus chaud et on ne va pas mourir de chaud. Mais dans tous les cas, ça ne sera ouvert qu'à nos élèves des cours en ligne. Donc voilà, si vous en faites partie, vous recevez un mail qui vous informe de ça. Si vous n'en faites pas partie, eh bien, nous sommes désolés, mais on ne peut pas vous inviter. C'est déjà plein, beaucoup trop vite, en trop peu de temps. Donc voilà, les places sont limitées et elles sont très très vite prises. Donc pour l'instant, malheureusement, ça ne sera pas ouvert aux autres personnes. Mais on espère peut-être vous y rencontrer un jour. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire et à nous contacter, parce que comme ça, on pourra en discuter avec vous. On va se laisser là-dessus pour cet épisode. On espère qu'il vous a plu et on vous dit à très bientôt sur la planète Agility.